السيدات والسادة، أهلا وسهلا بكم من جديد. نبدأ وإياكم مجريات الجلسة الثانية من مؤتمرنا، وندعو الجميع أن يجلس على مقاعد، وأيضا فحص جهاز الترجمة للتأكد من ترجمة الصوت. وعنوان جلستنا الثانية: التراث والثقافة، الذاكرة والتاريخ والسياحة وغيرها. عديد من البلديات الفرنسية لطالما تبنت قضايا حساسة تمس احتياجات القضية الفلسطينية، لا سيما تعاونها مع الهيئات المحلية الفلسطينية في مشاريع حماية التراث المحلي، وبالتالي مواجهة كافة المحاولات المبذولة لسرقة الحكاية والرواية الفلسطينية. نستهل الجلسة الثانية بالترحيب بمقدمها السيد باتريك جيراوديت، عضو بلدية شارت الفرنسية من لجنة العلاقات الدولية، والحديث لك سيد باتريك. Merci. Donc, Monsieur le ministre, Madame et Monsieur l'ambassadeur, Monsieur le consul général, Mesdames et Messieurs les présidents, Mesdames et Messieurs les maires et élus, en particulier un grand merci à Monsieur le maire de Ramallah pour son chaleureux accueil. Mesdames et Messieurs, donc je suis Patrick Géroudet, élu de la ville de Chartres, en charge des relations internationales et de la promotion de la ville. Je suis très heureux et honoré de présider cette table ronde sur le patrimoine et la culture. Nous sommes en effet jumelés avec la ville de Bethléem, et Chartres, comme Bethléem, sont au patrimoine mondial de l'humanité, inscrit par l'UNESCO. Le patrimoine, évidemment, ce n'est pas que le patrimoine mondial, mais généralement défini comme l'ensemble des biens légués par les prédécesseurs sous des formes matérielles ou immatérielles et au cœur des enjeux et des stratégies de développement dans de nombreux pays comme en Palestine. Symbole de la richesse culturelle des territoires, les patrimoines sont multiples. Sites et monuments, bien sûr exceptionnels, mais aussi centres anciens, cadres de vie du quotidien, paysages, patrimoine mobilier, industriel, savoir-faire, patrimoine immatériel et vernaculaire qui ont aussi toute leur importance. Ces patrimoines constituent un capital de départ qu'il convient de conserver et de mettre en valeur pour enrichir le cadre de vie et en faire le support d'activités culturelles, sociales, économiques, et ainsi diversifier le rôle qu'il peut jouer. Il touche aussi bien à des enjeux sociaux, urbanistiques, économiques et surtout touristiques, comme par exemple à Bethléem, qu'éducatifs et de développement territorial. Cependant, malgré sa reconnaissance internationale, le patrimoine reste vulnérable et fragile. Les équilibres entre préservation des patrimoines, maintien de la cohésion sociale autour de ces patrimoines et développement économique sont si fragiles, surtout dans des pays comme la Palestine. Face aux enjeux considérables associés au patrimoine, qu'il soit bâti, naturel ou immatériel, les échanges entre collectivités sont importants, que ce soit autour de l'ingénierie, des échanges de savoir-faire, des documents de protection et d'urbanisme. Nous en avons eu hier un exemple avec Bethléem, de la mise en valeur, qu'elle soit culturelle ou économique, et de la sensibilisation de tous les publics, des acteurs et surtout des habitants. Les coopérations décentralisées constituent un véritable espace de réflexion et d'échange autour des patrimoines, à l'image des projets que nous allons vous présenter entre Lille et Naplouse, Bordeaux et Ramallah, Grenoble et Bethléem. La problématique est de rendre le patrimoine vivant grâce à la préservation des mémoires,
à la conservation du bâti et au développement d'un tourisme durable. Pour répondre à cet enjeu, nous proposons plusieurs axes de réflexion. Révéler les racines d'un peuple grâce à l'archéologie. Et on voit les problèmes qui peuvent se poser sur le territoire palestinien. Préserver et rénover le patrimoine bâti en centre ancien, comme dans les faubourgs avec l'expérience présentée par Naplouse et Lille. Développer l'attractivité touristique des territoires palestiniens afin de favoriser le développement économique et social. Considérer le patrimoine comme facteur de cohésion sociale. De nombreuses coopérations décentralisées travaillent sur ces thèmes. Il peut s'avérer pertinent que d'autres collectivités s'investissent dans ces domaines. Il est utile de connaître les besoins des villes palestiniennes et d'échanger sur les bonnes pratiques et les savoir-faire des collectivités palestiniennes et françaises. Enfin, de nouveaux terrains d'échange se profilent, tels que la gastronomie, l'artisanat et les métiers d'art, les savoir-faire anciens des bâtisseurs, la gestion durable des espaces naturels, et bien sûr le patrimoine vivant dans toute sa diversité. La ville de Chartres est la première collectivité française jumelée avec Bethléem en 1994. Différentes actions ont été menées depuis lors pour le bien-être des enfants et de la jeunesse, mais aussi dans le domaine du patrimoine pour le développement du tourisme durable. Nous avions vu avec le vice-maire pour le 20e anniversaire, quand il était venu à Chartres, à travers la piétonisation de la Star Street, qui est la rue de l'Étoile, qui est aussi inscrite au patrimoine mondial. Les patrimoines représentent la mémoire d'un peuple qui nourrit la fierté des générations passées, mais aussi de celles à venir. Merci de votre attention. Et maintenant, je donne la parole à Marie-Lise Ortiz, directrice générale de Sites et Cités Remarquables de France, la grande association du patrimoine en France. Merci. Merci beaucoup Patrick. Je joins mes salutations et mes remerciements à ceux que Patrick Géroudet vient de présenter. Des salutations aussi chaleureuses à l'association des pouvoirs locaux, l'APLA, avec qui nous avons pu échanger récemment pour envisager des projets pour l'avenir. Sites et Cités Remarquables de France, je vais présenter peut-être l'association, elle n'est peut-être pas connue de tous ici. Sites et Cités est une association donc, de collectivités, c'est une association thématique qui regroupe les villes et territoires, qui s'engagent sur la valorisation de leur patrimoine et sur une réflexion pour en faire un atout de revitalisation. C'est-à-dire que c'est le patrimoine vu non seulement comme qualité architecturale, urbaine à préserver ou paysagère, ou qui peut impliquer d'autres aspects en termes de patrimoine. Patrick Géroudet l'a évoqué autour de la gastronomie, des savoir-faire, des arts et traditions. C'est une association qui s'intéresse aussi à comment on vit dans ces centres anciens, comment on fait faire l'évolution, comment on travaille sur l'évolution de ces centres anciens, à la fois en maintenant leur qualité architecturale, tout en les propulsant dans notre 21e siècle. Il ne s'agit pas de mettre ces centres anciens sous cloche, merci, mais bien
de se dire que ces centres anciens, ils ont à la fois un pouvoir d'attractivité, mais ce sont aussi des lieux agréables à vivre. Et pour beaucoup en France, il faut se le dire, ce sont des lieux où il faut faire revenir les populations. Toutes les grandes villes ont peut-être un peu moins ces considérations-là, en France en tout cas, mais pour les villes moyennes et les petites villes, les centres anciens sont souvent désertés. Et pour nous, c'est véritablement un enjeu que de faire revenir les habitants vers ces centres anciens, de réfléchir au logement, à la qualité urbaine, à la qualité des espaces publics, et puis de plus en plus à des réflexions que l'on doit tous avoir ensemble sur le patrimoine demain, sur nos centres anciens demain, face au changement climatique, à ces enjeux qui impactent considérablement sur les centres, face à cette réflexion de comment mieux vivre, travailler sur l'eau aussi dans ces centres anciens. C'est un sujet que vous avez très largement évoqué et qui revient de plus en plus et qui pour nous sera véritablement un enjeu et un sujet de réflexion pour nos villes et nos centres anciens. Donc c'est en cette qualité que je suis ici et je remercie aussi CUF, Cités Unies France, de m'avoir convié à ces rencontres et la DAECT, le consulat, de nous avoir invités et d'avoir aussi fait en sorte que nous puissions aujourd'hui être présents, mais nous avoir incité aussi à venir déjà dès une première mission en août dernier. Donc on est un peu les petits derniers des personnes qui éventuellement travailleront en Palestine, en coopération, puisque la première mission a été réalisée donc avec monsieur Guillaumet en août dernier. Il nous a permis de voir, de travailler déjà, de réfléchir éventuellement sur des projets qui pourraient être développés donc avec l'APLA et j'en remercie aussi son président qui nous a accueillis à plusieurs reprises et avec qui nous avons pu discuter sur le futur. Donc aujourd'hui nous allons avoir effectivement trois témoignages. Alors un petit mot aussi parce que je me tourne vers Bordeaux aussi, mais Bordeaux, je voudrais aussi souligner que Bordeaux est la ville qui accueille l'association Cité Remarquable. Nous sommes basés à Bordeaux depuis une dizaine d'années. Cité Remarquable n'est pas une association parisienne, même si c'est une association nationale, c'est très rare, donc on va le souligner, mais la ville de Bordeaux l'accueille dans ses murs donc depuis une dizaine d'années, et nous avons à peu près 300 membres, ça veut dire 2000 collectivités locales qui sont membres de Cité Remarquable, et depuis l'origine, avec le ministère des Affaires étrangères, nous travaillons sur la coopération internationale, puisque le sujet du patrimoine est un sujet qui s'ancre de plus en plus dans les coopérations. Et on s'en est aussi rendu compte, et je ne vais pas être très très long, mais nous avons réalisé 2 vadémécums sur patrimoine et coopération décentralisée. L'un en 2013, le suivant en 2019, et puis on avait fait une petite réplique en 2021. Et on s'est rendu compte, en travaillant, donc on a recensé les coopérations décentralisées autour des patrimoines en 2013 et en 2019. Et on s'est rendu compte effectivement de la montée en puissance de ces coopérations, de l'intérêt de l'ensemble des collectivités étrangères et françaises sur ce travail à mener en lien donc les unes avec les autres. Et nous sommes ravis qu'il y ait aujourd'hui un appel à projet spécial de la DAECT autour du patrimoine. Nous en sommes ravis et nous vous incitons d'ailleurs à proposer des sujets, à proposer des programmes dans le cadre de cet appel à projet. Et enfin, je termine en disant que nous accueillons aussi tous les ans, nous organisons une semaine de formation internationale. Elle a eu lieu pendant 8 ans à Bordeaux et puis depuis l'an passé, elle tourne un petit peu en France, donc elle est allée à Rouen. Elle sera cette année en juin à Toulouse, et l'an prochain nous verrons. Et elle accueille donc tous les ans une vingtaine, et cette année on va être très nombreux, ça va être 25 à 30 chefs de projets internationaux qui seront présents avec nous pendant une semaine pour travailler sur la dimension des patrimoines, soit sous l'angle urbanisme, soit sous l'angle tourisme. Chaque semaine est thématique et cette année, ça sera un peu plus sur les enjeux climatiques. Et nous accueillerons 4 personnes provenant donc des territoires palestiniens, une personne de Ramallah, une personne d'Hébron et une personne de l'Apla. Et une personne de Jéricho. Merci, j'aime bien qu'on me souffle. Merci beaucoup. Voilà, donc je n'en dirai pas plus, mais voilà, nous nous inscrivons véritablement dans cette réflexion sur la coopération décentralisée autour des patrimoines, parce que nous sommes un réseau, parce que nous avons une expertise au travers de nos collectivités, puisque nous travaillons vraiment main dans la main avec l'ensemble de nos collectivités, qu'elles nous apportent cette expertise aussi. Expertise. Donc le patrimoine, c'est un sujet de plus en plus important, on l'a dit. C'est un sujet aussi sur lequel œuvrent plusieurs acteurs.
à la fois les acteurs de l'État, à la fois des associations, à la fois des structures semi-gouvernementales et de plus en plus les collectivités qui ont un rôle de plus en plus fort sur le patrimoine et qui ont un rôle de gestion extrêmement important, notamment sur les centres anciens. Voilà, et nous allons en avoir donc trois exemples au travers donc, de trois villes. Je passe un petit peu sur mes petites feuilles. Ce que je voulais dire avant de faire intervenir nos trois binômes, c'est que cette table ronde a pour objectif de se dire, au-delà des expériences qui sont extraordinaires, qui sont menées, c'est de se dire comment d'autres villes peuvent s'engager, d'autres territoires peuvent s'engager sur la coopération décentralisée. Donc pour chacun, ce qui me semblerait intéressant, c'est que vous tiriez un petit peu quelques éléments qui permettent à d'autres de s'engager, que vous nous indiquiez un petit peu quels sont les ingrédients pour qu'on puisse travailler sur le patrimoine, à la fois aussi quelles sont les difficultés, et puis quelles sont les personnes à embarquer quand on travaille sur la coopération décentralisée autour du patrimoine, comment est-ce que vous le pratiquez, comment est-ce que vous envisagez aussi le futur, surtout pour les uns et les autres, ce sont des coopérations anciennes, donc vous avez un recul sur ces coopérations, vous avez sans doute des éléments à nous dire pour que des collectivités moins grandes que les vôtres, parce que nous sommes sur des collectivités de grande taille, peut-être des petites collectivités puissent aussi s'engager dans la coopération décentralisée autour des patrimoines, en tout cas au niveau de cité-cité, dans la mesure du possible, avec notre partenaire, nous essaierons d'accompagner aussi cette progression de la coopération décentralisée autour des patrimoines avec l'ensemble des villes. Donc première intervention, je me tourne vers Madame Dressot, qui est adjointe au maire à la culture, à la coopération décentralisée et au tourisme à Lille, ville qui administre aussi cité remarquable, et qui est ici donc avec le maire de Naplouse, que je salue, Monsieur Sami El-Jaoui, excusez-moi. Et vous menez donc une coopération ancienne, puisqu'elle a commencé en 1998. Vous avez commencé à travailler sur le centre ancien, avec une étude, une analyse du centre ancien, et aujourd'hui vous êtes sur la réhabilitation d'une friche industrielle, donc pour en faire un nouveau site, un nouveau quartier, donc avec de nouveaux enjeux, et je vais vous laisser les présenter. Merci. Merci beaucoup Marie-Lise. Bonjour à toutes et tous. Je ne renouvelle pas évidemment les salutations qui ont été formulées précédemment, mais je dois vous dire qu'évidemment je suis très heureuse, au nom de Martine Aubry, maire de Lille, de me trouver ici avec vous. Évidemment accompagnée de monsieur le maire de Naplouse, puisque c'est aussi un plaisir. Ça fait 2 fois que nous avons reporté un déplacement en Palestine à cause des événements que vous connaissez, en particulier à Naplouse. Et donc c'est un grand plaisir de me trouver ici à Ramallah. Peut-être pour revenir immédiatement sur ce que vient de dire Marie-Lise Ortiz, en fait, dans les ingrédients probablement d'une coopération réussie, il y a une forme de durabilité. En tout cas, c'est ce que nous éprouvons nous pour les villes de Lille et de Naplouse, puisque, comme elle vient de le signaler, voilà 25 ans que ce jumelage existe. Il a été créé par la volonté des 2 maires de Lille et de Naplouse, donc Pierre Mauroy et Ghassan Chaka, au moment où il a été signé. En fait, à la suite des accords d'Oslo, dont on est tout à fait dans l'esprit de la diplomatie des villes, puisque cet accord de coopération a été signé dès lors que les collectivités françaises s'engageaient à contribuer à la construction d'un État par son échelon principal, en tout cas par son échelon, le premier échelon démocratique qui est le sien, qui sont les collectivités. Donc c'est dans cet état d'esprit qu'a été menée cette coopération, et depuis 25 ans, avec une grande permanence, avec une grande régularité, avec une grande constance. Eh bien, ce partenariat existe. Il existe par le vœu, évidemment, des collectivités locales qui l'animent, donc les 2 villes de Lille et de Naplouse, mais aussi par des associations, et des associations qui sont sur place et qui sont des relais très précieux. Alors, je pense évidemment, pour ce qui concerne la ville de Lille, à l'association Amitié Lille-Naplouse, et je pense également à Naplouse au MCRC, donc le centre social qui est animé par Ayman Chaka, qui est notre correspondant sur place, qui est notre saphir. Et puis je pense aussi à l'association Project Hope, dont Hakim Saba est là dans les cabines de traduction d'ailleurs, et il fait les traductions, et donc j'en profite pour le saluer. Voilà, je voudrais signaler que cette volonté de bâtir donc un État par les collectivités s'est traduite par
une très grande adhésion d'un grand nombre de collectivités françaises dans la coopération avec la Palestine, et que, je le redis, malgré les difficultés parfois, nous sommes empêchés pour diverses raisons, la permanence est évidemment une clé du succès. Nous avons, vous l'avez mentionné à plusieurs reprises, tenu des assises précédentes à Paris. Moi j'étais présente aux assises qui avaient eu lieu à Hébron aussi, et puis nous étions ensemble, pour certaines et certains d'entre vous d'ailleurs, à Jéricho en 2019 pour, à l'initiative du Consulat général de France, un séminaire qui était consacré au patrimoine, et nous avions eu le plaisir d'ailleurs d'emmener une partie des délégations à visiter donc le projet que nous menons avec la ville de Naplouse. 25 ans de coopération, ça veut dire des liens très étroits, ça veut dire la création d'un dispensaire dans la vieille ville qui est reconnu comme un outil de santé publique par le ministère de la Santé palestinien. Ça veut dire des bourses à coût partagé pour accueillir des étudiants, donc en accord avec le consulat général pour l'île. Ça fait plus d'une vingtaine d'étudiants que nous avons accueillis, qui ont souvent travaillé sur leur Master 2, sur leur thèse à Lille, qui sont restés. Nous avons fait en sorte que ce soit des étudiants de l'université An-Najah, puisque notre projet d'urbanisme est mené avec cette université. Et nous avons fait en sorte aussi que ces étudiants soient des étudiants en urbanisme et en aménagement du territoire, pour qu'il y ait une forme de cohérence d'ensemble dans la coopération. Et puis bien sûr, ce sont des échanges culturels, des échanges de jeunesse. Et en ce moment à Lille, il y a 3 jeunes Palestiniens qui participent à une formation à la gastronomie, pour ne citer que cela. Alors évidemment, tout ça n'existe pas sans le soutien du ministère des Affaires de l'Europe et des Affaires étrangères, et je voudrais vraiment saluer et remercier infiniment le ministère pour son soutien indéfectible, je tiens à le dire aussi. Évidemment, le soutien et l'accompagnement du Consulat général de France à Jérusalem, et puis là, tout récemment, l'Agence française de développement qui nous accompagne aussi dans ce très gros projet. Évidemment, je voudrais remercier tout cela. Et peut-être on pourrait parler de Naplouse en fait. Vous avez des photos qui défilent là, qui sont des photos du patrimoine de la ville. Alors là, il s'agit de la vieille ville de Naplouse, qui est une ville absolument somptueuse. On va commencer par ça. La ville de Naplouse est une ville qui est absolument somptueuse. C'est une très très belle ville. Là, vous avez une partie de son patrimoine ottoman, mais c'est une ville. Et un des éléments du projet sur lequel nous travaillons, c'est une ville avec un ancrage bien plus ancien, puisqu'il y a un site archéologique qui s'appelle Tel Balata, à partir duquel démarre notre projet. C'est un site cananéen, donc vous voyez, qui date d'au moins 2000 ans avant notre ère. Le projet que nous menons, voilà, vous aviez, pardon, alors évidemment je ne parle pas dans l'ordre de ma feuille, donc tout le monde est perdu. Là c'est le souk de la vieille ville. Là, vous avez des maquettes qui ont été réalisées dans le cadre d'ateliers d'animation du patrimoine, pour que le patrimoine sur lequel nous travaillons soit approprié par les habitants de la ville aussi. Et donc, il y a une jeune femme qui fait avec un talent incroyable, qui restitue des maquettes de ce qu'était la vie de Naplouse, pour pouvoir avoir des outils de médiation, de même qu'a été développée une application qui permet de faire du tourisme à l'intérieur de la vieille ville, et pour comprendre en fait, quelles sont les différentes strates du patrimoine de la ville de Naplouse. Donc cette ville, je le disais, est une ville qui est très belle, et qui s'étend dans une vallée, et en fait c'est une ville dont le territoire est extrêmement contraint. Contraint par la géographie, parce que c'est une ville de fond de vallée, et sur les collines qui la bordent, eh bien, il y a des installations militaires israéliennes qui empêchent évidemment son déploiement ailleurs que dans le territoire qui lui est donné. Ce qui fait que pour ce projet patrimonial qui vise à fabriquer une ville durable, puisque c'est l'objet et c'est d'ailleurs l'enjeu qui se pose à toutes les villes du monde, enfin là on parle de la coopération avec Naplouse, mais évidemment la ville de Lille est confrontée aux mêmes enjeux. Il s'agit de refabriquer la ville sur elle-même. Une ville, c'est une stratification très ancienne, et donc à partir de ce qui existe, nous devons reconstituer la ville. C'est ce que nous savons faire un petit peu à Lille avec les friches industrielles, et c'est sur ce sujet justement que nous avons travaillé avec la ville de Naplouse pour précisément transformer une friche industrielle en un lieu qui soit à la fois un parc, un centre d'innovation technologique, et puis évidemment préserver sur cet élément, puisque le développement durable, c'est de l'économie, du social et de l'écologie, évidemment préserver un patrimoine naturel qui est aussi très menacé,
parce que, comme vous le savez, il est rare, il est précieux, il est en danger compte tenu du dérèglement climatique. Et il y a un danger supplémentaire, évidemment, en Palestine, qui est celui de l'occupation et de la pression sur le territoire. Ce projet s'inscrit aussi dans une démarche plus générale qui avait été celle, d'ailleurs, menée par Cités Unies France sur l'inscription du patrimoine palestinien à l'UNESCO et donc de la contribution de chacune des villes dans leur coopération à la reconnaissance de ce patrimoine dont il est une évidence qu'il mérite d'être reconnu. Donc ce projet dont vous voyez un peu le plan, vous aviez un plan d'ensemble de la ville de Naplouse, et là vous avez donc un élément, c'est une friche industrielle qui s'étend sur 4,5 hectares, qui fait la jonction entre la partie est et la partie ouest de la ville de Naplouse, en particulier dans la vieille ville, depuis donc ce fameux site archéologique de Balata que j'évoquais tout à l'heure, jusqu'au centre de la vieille ville. Je laisserai monsieur le maire de Naplouse vous parler plus techniquement du projet, mais pour vous donner l'état d'esprit général, je voudrais signaler le fait que donc, dans cette volonté que nous avons de travailler sur les enjeux de la ville durable, il y a évidemment la question de la transition écologique, je le disais, la compréhension du patrimoine, mais aussi du réemploi des matériaux. Nous avons considéré qu'il fallait, pour fabriquer la ville, encore une fois, faire en sorte de réemployer à Lille toute reconstruction. D'abord, on déconstruit, on ne détruit plus, mais on déconstruit, on trie et on réemploie les matériaux. C'est des démarches d'économie circulaire. Dans un territoire où les ressources sont aussi contraintes que celui de la Palestine, évidemment, ça prend tout son sens. L'autre élément, évidemment, c'est d'avoir cette médiation sociale et donc évidemment le caractère social de ce projet. Là, vous voyez le parc qui sera développé, mais ce qui est important, c'est que ce projet s'accompagne d'une maison du projet à laquelle sont associés évidemment les collectivités, mais aussi les habitants de la ville de Naplouse, parce que ce nouveau projet doit être approprié. Enfin, évidemment, il s'agit derrière d'avoir du développement économique. Et donc, lorsque nous avons, avec monsieur le premier adjoint de la ville de Naplouse, qui est ici présent, monsieur Charchir, qui était venu à Lille il y a peu visiter en fait l'équivalent lillois de ce Naptech, donc Euratech, dans une ancienne usine textile, et bien la superposition des fonctions, à la fois lieu culturel, lieu économique, lieu de start-up, etc., laisse penser que la même chose est possible à Naplouse. Pourquoi je dis ça? Parce qu'évidemment, il y a dans la coopération et dans 25 ans de coopération un élément très important qui est aussi une des clés de la réussite, c'est celui de la réciprocité. Il ne peut pas exister de bonne coopération s'il n'y a pas de réciprocité. L'intelligence, la créativité à laquelle sont finalement contraints les Palestiniens, mais donc qui se développent évidemment, est pour nous aussi une source d'information très importante. Et les travaux qui ont été menés à Naplouse ont été conjointement à Lille sur la réhabilitation d'une très grande friche industrielle qui est en centre-ville, qui s'appelle la friche Saint-Sauveur. Et nous avons l'expertise des deux parties qui s'est exprimée sur cette double réhabilitation en réalité. Bon, je ne développe pas davantage, monsieur le maire de Naplouse va s'en charger, mais je voudrais évidemment signaler que tout cela n'est pas possible sans partenaire. Alors vous l'avez bien compris, nous travaillons avec les deux universités de Lille et d'An-Najah, y compris avec des étudiants d'An-Najah qui sont à Lille. Nous travaillons avec le Conseil en architecture, en urbanisme et en environnement du Nord, donc le CAUE, qui nous aide aussi qui accompagne, qui organise tout cela, avec le Fonds mondial des villes. Et puis, je le disais tout à l'heure, mais je le répète, tout ça, évidemment, est soutenu, accompagné de manière très importante, encore une fois, par l'Agence française de développement, puisque nous avons là donc, un projet qui se déroule maintenant depuis 2015. Donc ça fait 8 ans que nous travaillons sur ce projet. Et l'autre élément, je le disais tout à l'heure, probablement de la réussite, en tout cas de la capacité à continuer à travailler, c'est cette constance et cette régularité dans le projet. Et évidemment, parce que ça n'existe pas non plus,
le soutien politique qui est apporté à la fois à la ville de Naplouse et à la ville de Lille sur ce projet très structurant d'aménagement du territoire. Et je cède immédiatement la parole à monsieur le maire de Naplouse qui va vous en dire plus, c'est lui qui va vous dévoiler le projet. شكرا لمدام ماري بيير على وصفها وكلامها اللي أعفاني من جزء كبير من الكلام اللي أنا بدي أحكيه. هي حكت نيابة عني أشياء كثيرة، وهذا دليل على عمق العلاقة والصداقة والحب الموجود ما بين ليل ونابلس من عام 1996 أو 98 من خلال علاقة التوأم. بداية لابد أني أشكر الحكومة الفرنسية، الخارجية الفرنسية، القنصلية الفرنسية في القدس، AFD، وكذلك البلدية ليل والجامعات الشريكة اللي اشتغلت معنا أو تشتغل معنا على هذا المشروع اللي هي جامعة ليل وجامعة النجاح الوطنية. وكمان أشكر زميلي وصديقي عيسى قسيس وبلدية رام الله على استضافتهم لهذا المؤتمر الخامس للتعاون اللامركزي الفلسطيني الفرنسي. وشكرا لكل من بذل جهد من أجل أن يتحقق هذا العمل وأن يصبح هذا المؤتمر ممكنا. بخصوص مشروع البوليفارد اللي حكت جزء كبير من الموضوع ماري بيير، هو مشروع يقع في المنطقة الشرقية في نابلس على أرض مساحتها بحدود 35 دنم. في الجهة الشرقية من نابلس زي ما أنتم شايفين، المنطقة الشرقية بشكل عام، يعني نابلس وبلدية نابلس دائما تتعرض من أهل المنطقة الشرقية إنها تحتاج إلى مشاريع، تحتاج إلى تطوير، وهذا مشروع كثير مهم للمنطقة الشرقية، للسكان، للتجمعات السكانية اللي موجودة في المنطقة الشرقية من مدينة نابلس اللي فيها تجمعات سكانية ومخيمات لاجئين. فهو مشروع له بعد فعلا اجتماعي واقتصادي. فنابلس مدينة مستهدفة دائما من الاحتلال الإسرائيلي، نابلس دائما تتعرض لحصار، دائما يعني مستهدفة بشكل مكثف من الإسرائيليين كما هو في الفترة الأخيرة. ومنذ الانتفاضة الثانية في 2002 نابلس عانت 8 سنوات، كانت نابلس مغلقة بالكامل، لا نستطيع التنقل ما بين المدن الفلسطينية، فكانت نابلس مغلقة تقريبا على سكانها. هذا المشروع وهذا التعاون مع بلدية ليل لإحياء هذا الجزء المهم من البلدية اللي فيه محطة لتوليد الكهرباء قديمة، وفي أيضا محطة لضخ المياه زي ما أنتم شايفين. هذا كله المشروع سيقام على هذه الأرض وسيربط هذه المنطقة مع تل بلاطة الأثري. تل بلاطة الأثري في نابلس يتم ربطه مع نابلس بوليفارد اللي هو هذا المشروع، اسم هذا المشروع. فالمشروع إذن يعني مهم جدا للمدينة ومهم جدا للمحافظة، وأنا متأمل إنه هذا المشروع إذا تم إنشاؤه، وإن شاء الله إحنا تم وضعه على سكة الإنجاز، وتم يعني زي ما تفضلت ماري بيير إنه هو بدأ في عام 2015 الفكرة، ولكن الآن تم التوقيع مع شركة استشارية. بدأت الشركة الاستشارية بعمل الدراسات، شركة فرنسية محترمة، شركة اسمها سيتك، بدأت بعمل الدراسات اللازمة لهذا المشروع، ويعني إن شاء الله يعني سيتم إنجازه في فرصة قريبة. هدف المشروع واضح، اللي هو تحسين البيئة ونوعية الحياة للمواطنين في المنطقة من خلال استخدام المساحات و يعني إيصال خدمات جديدة للمنطقة. أهدافه كما هي واضحة هون: إحياء التراث الصناعي والحفاظ على هوية السكان، الربط بين عناصر المشروع ونابلس القديمة زي ما أنا حكيت، بربطه مع تل بلاطة الأثري. الأهداف الاجتماعية هو توفير المساحات الخضراء للناس، للسكان، للأطفال، للكبار، للصغار. سيكون هناك مناطق خضراء واسعة منتزه. والشغلة المهمة كمان أنه سيكون هناك مباني خاصة ستعمل لتكون حاضنات للتكنولوجيا، يعني لرياديي الأعمال اللي ممكن
يتم استغلاله من قبل الشباب في مشاريعهم ستارت ابس، يعني المشاريع الرياديه ورجال الاعمال. سيكون هناك مسرح ضمن المخطط يتسع لحوالي 500 شخص. ان شاء الله بيكون عندنا يا اخ عيسى مسرح شبيه بهذا المسرح او اكبر شوي ان شاء الله، لانه نابلس فعلا تفتقر الى مسرح، واحنا بنشد على هذا الموضوع، يعني انه يكون مشمول اكيد في المشروع. اما بالنسبه للتحديات، التحديات تحدثت عنها ماري بيير قبل ما انا احكيها، وحكت انه نابلس مستهدفه ونابلس عندها معيقات الاحتلال ومحاطه بسبع مستوطنات، 7 مستوطنات تحيط بنابلس، الاغلاقات، الحواجز. اما التحديات الاخرى الجيوسياسيه وعدم امكانيه التوسع الافقي لحدود المدينه والطبيعه الجغرافيه ايضا هي حكت، وانها المدينه محصوره ما بين جبلين، وهذا يعني بيعمل احيانا صعوبه في امور التخطيط الحضري. الجدول الزمني للمشروع يعني مفترض ان يتم ان شاء الله في عام 2023 انجاز الدراسات، ولكن يعني هذا الموعد الكنترول تايم او الزمن المخطط له، ولكن ممكن يعني افتراضيا انه يمتد هذا لعام 2024. بنأمل انه هذا الحكي ان شاء الله يكون واقع. اما بالنسبه لمواقع، هاي المواقع يعني باختصار مرقمه. الموقع رقم 1 هو حاضنه الاعمال التكنولوجيه اللي حكيت عنها. رقم 2 اللي هو المسرح اللي راح يتسع ل 500 شخص زي ما انا حكيت، وهناك مواقف للسيارات، ممرات للحركه، كلها مرقمه ومساحات مفتوحه، مساحات للعائلات للتنزه، بالاضافه الى مصدر ماء. يعني تصور ما سيكون عليه المشروع واضح من خلال الفكره يعني الحاضنه اللي هي يعني سيتم إعادة تأهيل مبنى للموتورات. كان مبنى لموتورات توليد الكهرباء في نابلس معروف، كانت نابلس تولد كهرباء في الفترة في السبعينات وفي الثمانينات، ولكن هذا المبنى سيعاد تأهيله ليصبح مسرح في مباني مستغلة من شركة الكهرباء، وفيها مستودعات ومخازن سيتم تأهيلها لتصبح حاضنات للتكنولوجيا. وهي المساحات الخضراء اللي شايفينها. والشيء المهم عندنا هو بيت المشروع او البروجكت هاوس. البروجكت هاوس احنا خططنا وفكرنا انه نعمله على موبايل، يكون موبايل يعني متحرك على شاحنه. نعمل بيت المشروع عشان يتجول ما بين المؤسسات المدينه المختلفه، ما بين المدارس والجامعات، من اجل تسويق فكره المشروع قبل إنشاءه. وهذا سيكون إن شاء الله الخطوة الأولى اللي سنعمل عليها في القريب العاجل. تم اختيار المكان وتم اختيار آلية العمل اللي بده يشتغل فيها المشروع أو بيت المشروع. يعني مكونات المشروع حكينا عنها باختصار. العمل يعني إحنا مقسم إلى مراحل زي ما إحنا شايفين. يعني عيننا الاستشاري من خلال دعوة وعطاء للاستشاريين. وضعت الدراسات البري فيزيبيليتي، يعني قبل دراسة الجدوى المقدمة تم عملها، واختيار الشريك اللي هو شركة سيتك. أما ما أنجز وما سينجز يعني هو السلايد الأخير. يعني هناك أشياء تم إنجازها فعلا، يعني الخطوات التي تمت. يعني اخترنا الموقع، درسنا الاحتياجات، أطلقنا المشروع، عملنا الدراسات زي ما حكينا، تم اختيار مدير المشروع، وتم توظيف مدير للمشروع في داخل بلدية نابلس من خلال المشروع. وحاليا يجري عمل الفحوصات اللازمة. اليوم على سبيل المثال تم إبلاغي أنه تم أخذ عينات التربة لفحص التلوث الموقع، لأنه كان في موقع للكهرباء وممكن يكون في زيوت إلى آخره. اليوم بالذات بالتعاون مع جامعة النجاح الوطنية اللي هي شريك معنا في المشروع، من خلال الخبراء الموجودين في الجامعة تم أخذ العينات للفحص والتحليل. وأيضا موضوع بيت المشروع تم إنجازه. ننتظر إن شاء الله في القريب العاجل، يعني هاي زيارة وفد بلدية ليل، إحنا كنا بنتمنى أن نستقبلهم في نابلس، ولكن بسبب الظروف الحالية وضيق الوقت مش رايحين نشوفهم. ولكن هناك وعد من بلدية ليل إنهم بدهم يزورونا في جولاي في نابلس.
فالامور ماشيه في المشروع ضمن الخطه، واحنا ان شاء الله الامور تتم بشكل سلس دون اي عوائق. بلديه نابلس تلتزم وتتعهد ان تقوم بما هو مطلوب منها بشكل كامل، وان تذلل كافه العقبات التي ممكن ان تعترض اتمام هذا المشروع، لانه هذا المشروع اصبح حلم بالنسبه لسكان نابلس. وانا اتمنى انه هذا المشروع زي ما حكيت اذا تم انجازه بالشكل الذي خطط له ان يخدم ليس نابلس فقط بل شمال الضفه الغربيه وجنوب الضفه الغربيه وكل سكان فلسطين، ليكون نموذج للتطوير الحضري والتخطيط الحضري الجميل بمساعده فرنسيه. لها كل الشكر والتقدير والاحترام، وشكرا لكم. Merci beaucoup pour cette présentation d'un superbe projet et puis pour nous avoir retranscrit aussi l'évolution de ce partenariat. C'est un long partenariat avec un projet de très très grande ampleur qui a sans doute un budget aussi à la même hauteur. Là, très clairement, sur la phase du projet Naplouse Boulevard, là, sur la dernière phase, c'est un budget à 1,5 million d'euros et nous avons obtenu l'aide de l'AFD pour 1 million d'euros sur 3 ans. Merci. Donc des gros projets, mais il y a aussi d'autres projets de dimension peut-être un peu moindre, et puis on verra peut-être qu'il peut y avoir aussi des petits projets autour des patrimoines, mais c'est vraiment un projet qui s'inscrit complètement dans la continuité de ce partenariat assez extraordinaire. On reviendra vers vous pour d'autres questions. Là, je me tourne donc vers Ramallah, vers le projet de coopération entre Bordeaux et Ramallah, donc avec Madame Céline Papa, qui est adjointe au maire, sur la coopération internationale, sur la recherche aussi pour la ville de Bordeaux, et Monsieur le vice-maire, Monsieur Salah Hanei, pour nous présenter donc ce projet. Alors il y a eu déjà, c'est une coopération aussi qui s'inscrit dans la durée. Il y a eu tout un travail au travers de la mise en place d'un office de tourisme, d'une réflexion sur le centre ancien, qui est un joli centre ancien où on promeut aussi les artisans d'art, semble. Et puis aujourd'hui, donc Ramallah souhaite aussi développer sa dimension touristique au travers de ce centre ancien, mais aussi au travers d'un parcours qui se lie à la grande traversée de Palestine, et c'est ce que vous allez donc nous expliquer. Merci beaucoup. Alors, moi également, je souhaite m'associer aux remerciements qui ont pu être tenus en préambule, et ce d'autant plus que nous avons la joie, le grand bonheur de nous retrouver ici, à Ramallah, qui est notre ville partenaire avec laquelle nous avons un accord de coopération depuis 2007. Donc là aussi, une coopération qui s'inscrit dans la durée. Et c'est toujours un grand bonheur de vous retrouver, monsieur le maire, et vos équipes. Et on vous remercie beaucoup pour votre accueil chaleureux. Concernant notre coopération, juste quelques mots peut-être pour indiquer, on a pu coopérer sur un certain nombre de thématiques, mais juste pour rappeler que c'est un des volets effectivement sur lequel nous coopérons, mais nous avons dernièrement pu notamment coopérer sur un projet eau à travers le dispositif de financement solidaire Oudin Santini, et également sur le volet culturel avec des échanges artistiques et des concerts accueillis à Bordeaux de jeunes musiciens du conservatoire Édouard Saïd, notamment dans les salons de l'hôtel de ville de Bordeaux. Ce fut un grand succès. Donc effectivement, sur la question du patrimoine et du tourisme, alors pourquoi coopérer sur cette thématique, puisque aussi la question a pu être posée en préambule. Alors évidemment pour Bordeaux, indéniablement c'est une thématique que l'on retrouve dans nombre de nos coopérations internationales. Bordeaux est une ville inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, très engagée d'ailleurs au niveau international, puisque nous sommes membres de l'Organisation mondiale des villes du patrimoine mondial. Nous également, nous accueillons un cité remarquable dans notre ville. Nous sommes également capitale européenne du tourisme durable, donc c'est aussi d'un engagement sur ces questions patrimoniales et touristiques. Et puis, du point de vue de Ramallah, cette demande de travailler sur les sujets tourisme, patrimoine, culture est déjà ancienne, hein, puisque déjà dès 2010, nous avions pu avoir effectivement des premières pierres, je dirais, à cette collaboration dans le domaine touristique avec justement le soutien à la création d'un office du tourisme à Ramallah,
avec notamment des échanges, des membres de l'équipe de Ramallah qui ont pu venir à Bordeaux et inversement. Alors Ramallah, je ne sais pas si vous avez encore pu le découvrir, mais c'est une ville qui est riche d'un patrimoine culturel, d'un patrimoine naturel également, qui a beaucoup de trésors qui sont insuffisamment connus probablement aujourd'hui, d'où cette aspiration aussi de la part de la ville de Ramallah de peut-être développer davantage cet aspect pour une ville qui est peut-être plus connue pour son dynamisme économique, pour ses nombreux restaurants, pour sa qualité de vie. J'ai cru comprendre que également c'est une ville où on aimait sortir, je crois. On n'a pas encore pu expérimenter trop, mais effectivement c'est une ville qui est beaucoup connue aussi pour cela, mais qui a de nombreux trésors à faire découvrir, et c'est l'objet de ce projet. Donc le projet, c'est véritablement créer une nouvelle offre touristique à travers une boucle locale pédestre qui permet de se raccrocher, donc cela a été dit, au projet donc, du Palestinian Heritage Trail, mais qui permet finalement à travers cette boucle pédestre de valoriser tout ce patrimoine, qu'il soit bâti, qu'il soit également, cela a pu être dit, artisanal, immatériel, à travers donc un certain nombre d'étapes. Je laisserai bien sûr le local de l'étape revenir plus précisément sur ces lieux mis en valeur. Pour ce projet, donc c'est un circuit patrimonial de plus de 15 km, donc avec une première phase, qui un budget, donc qui est un projet que nous avons déposé et qui a été lauréat de l'appel à projet franco-palestinien 2022-2023. Donc là aussi, ça me permet effectivement de remercier également le soutien de la DAECT, mais aussi le soutien des autorités palestiniennes à ce très beau projet. C'est un projet que nous avons, donc, nous sommes un peu au milieu du gué, puisque nous avons terminé la première phase donc de diagnostic local pour définir bien sûr le parcours avec un repérage très précis qui a pu être élaboré sur site, notamment évidemment sur le référencement du patrimoine local, mais aussi toute l'offre touristique et patrimoniale existante, et ensuite pour ensuite finalement en déterminer à la fois le tracé, mais aussi toutes les modalités type signalétique, outils de communication qui seront nécessaires pour la suite. Donc aujourd'hui, le tracé a été validé, je laisserai monsieur l'expliciter. Une nouvelle mission de Bordeaux est prévue en septembre 2023 pour justement avancer sur la suite. Et juste avant de lui laisser la parole, je voudrais juste peut-être dire quelques mots sur ce projet qui peut-être effectivement en investissement financier est beaucoup plus mineur, hein, bien sûr, que le projet qui a été présenté antérieurement, mais qui présente un véritable effet levier pour à la fois la communication touristique de la ville de Ramallah, son intégration dans l'offre touristique plus globale des territoires palestiniens, la réappropriation aussi par les citoyens palestiniens de leur patrimoine et de leur territoire, en peut-être prenant davantage conscience encore de tous ces trésors qui sont finalement dans leur pourtour immédiat. Et c'est aussi un projet qui a un prolongement potentiel sur lequel nous travaillons déjà, notamment sur la question de la coopération sur le tourisme que nous avions déjà initiée et que nous envisageons de continuer à accompagner sur la structuration de l'Office du tourisme et la nouvelle offre touristique, mais également peut-être sur un projet qui pourrait rejoindre, un autre projet qui est en cours, qui est envisagé par d'autres acteurs de notre territoire, sur la valorisation des produits de l'agriculture et des produits locaux des territoires palestiniens, et qui pourrait venir aussi rencontrer ce projet de boucle locale pour finalement faire un projet tout en un qui permettrait de valoriser encore plus ces produits. Voilà, je laisse la parole à mon collègue, à mon homologue de Ramallah, pour peut-être avoir davantage d'informations sur la concrétisation sur le terrain. أول شيء شكرا لبلدية بوردو لهذا المشروع المشترك مع بلدية رام الله، وبشي البلدية الوحيدة كمان اللي شراكة مع بلدية تولوز اللي بيشتغلوا معنا في مشاريع الصرف الصحي. احنا سعيدين بوجود هذا
الوفد الفرنسي الكبير اليوم، لأنه هو جزء من التضامن مع الشعب الفلسطيني والوقوف مع الشعب الفلسطيني. بهمنا أن الوفود الدولية تشوف واقع حياة الشعب الفلسطيني ونجاح المشاريع المشتركة بين البلديات المختلفة. مضبوط، المشروع هو بالأساس بيهدف للمحافظة على الإرث المادي والثقافي في مدينة رام الله، ومن خلال توظيف هذا الإرث المادي والثقافي في الجذب السياحي. فعملنا كلا البلديتين في هذا المجال بالتركيز على موضوع الجذب السياحي لمدينة رام الله، واختيار الموقع في المسار التراثي ليكون سهل الوصول له، والقدرة الحفاظ على المناطق الجمالية في هذا الموقع. كمان من أهداف المشروع هو أخذ المسار بعين الاعتبار التركيبة الاجتماعية المختلفة في مدينة رام الله والتعبير عنها في كل موقع، في كل جزء من هذا المسار في مشهد من مشاهد مدينة رام الله اللي بيعبر عن التركيبة الاجتماعية، التركيبة الثقافية، التركيبة الاقتصادية، اللي بيهمنا كل اللي بيمشوا في هذا المسار يشوفوا رام الله ومكوناتها وتنوعها وثقافة المدينة ومواقعها المتميزة. كمان احنا بنركز في هذا المسار، اخترنا انه يكون في مواقع مميزة يمر فيها المسار، سواء الجانب التاريخي للمدينة، المحطات التاريخية المهمة، المتاحف، المراكز الثقافية زي نيلسون مانديلا، المعالم اللي بتعبر عن شخصيات عالمية ومهمة في حياة أهالي رام الله، واللي هي بتعكس التنوع الثقافي في المدينة. طبعا الإرث الطبيعي بيمثل أولوية في جدول أعمالنا، وهذا خلانا نحط كل المناطق الطبيعية والمنتزهات اللي بتستعرض التنوع الطبيعي في طريق المسار، حتى يكون في اطلاع على هذا التنوع في الحدائق والمتنزهات والمناطق الطبيعية. أيضا على المواقع الأثرية اللي بتحرص بلدية رام الله على ترميمها والحفاظ عليها وإعادة إحيائها. وكمان إحنا عملنا اتفاقية مع وزارة السياحة بالحفاظ على المباني التراثية. القانون في فلسطين كان يحمل مباني لسنة 1917، إحنا عملنا اتفاقية لحماية هاي المباني الأثرية لحد 1948، فبالتالي بطل في مجال لهدم مباني للاستثمار العقاري أو للاستخدامات في التوسع في البناء. وهذه يمكن المدينة الوحيدة اللي احنا قدرنا نعمل هاي الاتفاقية مع وزارة السياحة. احنا بننصح كل البلديات الفلسطينية ياخذوا هذا المسار، لأنه إذا بتطلعوا على تواريخ البناء في المدن أقدم شيء بيكون 1920، فإذا حكينا عن 1917 معناه 20 بده ينهدم، و25 بده ينهدم، و30 بده ينهدم، فإحنا حافظنا على الأقل لسنة 1948. طبعا إحنا المسار هذا هو مكمل لمسار فلسطين التراثي، بيبدأ من نقطة بدايته في مدينة رام الله وبنتهي من حيث نقطة انتهائه في مدينة رام الله. فإحنا منضمين لمسار فلسطين الثقافي، وتطلب المسار التنسيق على مستوى تقني عالي، حيث تم الاستفادة بالخبرات التقنية والفنية من بوردو عشان يكون سلس للاستخدام من قبل السياح. بترك لك المجال. On fait une intervention à deux voix, vous voyez, signe d'une coopération très active. Donc effectivement, oui, ce tracé, évidemment, c'est pas un coup de crayon jeté entre des lieux emblématiques du territoire. C'est évidemment un travail fin réalisé sur le terrain, notamment, puisque vous avez pu le constater, Ramallah a un petit relief, donc il faut aussi évaluer les tracés aussi, et les distances et temps de parcours entre chaque étape. Mais également voilà, toute cette cohérence entre les différents points de passage. Ensuite, maintenant, je dirais le travail qui va nous amener à nous revoir très, très vite, c'est la question notamment du jalonnement. Donc là, vous avez quelques exemples, notamment donc, des images issues de Bordeaux en partie. Donc la question du jalonnement, la question de la signalétique, pour justement arriver à quelque chose qui soit le plus adapté et le plus correspondant aux attentes
donc de Ramallah. Et également, un des points, j'ai oublié de le mentionner tout à l'heure, un des points qui nous tient à cœur, je crois, nos deux collectivités, la question aussi de l'association des citoyens à ce projet, donc à travers le développement touristique qu'il peut impliquer, donc la formation des guides ensuite, bien sûr, mais aussi potentiellement des citoyens ambassadeurs aussi de ce tracé, et donc autant d'ambassadeurs de leur ville, donc à l'égard des touristes, qu'ils soient palestiniens ou étrangers. Voilà, je ne vais pas en dire beaucoup plus. Voilà, vous avez effectivement quelques éléments sur la question de la communication, qui sera aussi un des enjeux sur lesquels on va travailler dans les prochains mois. Voilà, peut-être juste un mot de conclusion pour indiquer juste que on voit bien dans les deux projets, en tout cas jusqu'à présent, et peut-être ce sera le cas aussi pour Grenoble et Bethléem, que finalement ce sont des coopérations qui s'inscrivent dans la durée, avec des projets qui peuvent émerger à un instant T, mais qui finalement évoluent aussi et se construisent vraiment dans le temps, à partir desquels on peut aussi tirer d'autres fils ensuite, mais qui viennent consolider encore plus cette coopération thématique. Donc je ne peux qu'encourager, effectivement, comme l'a dit Marie-Lise, d'autres collectivités à s'engager sur cette coopération dans les domaines touristiques et culturels. يعني بالتأكيد احنا في المرحلة القادمة هي مرحلة الجذب السياحي لهذا المسار، تحويل عدد من المواطنين لسفراء لهذا المسار والترويج له، وهذا دور من أدوار بوردو اللي هي بدها تدرب المواطن حتى يكون سفير للسياحة في هذا المسار ضمن رؤية بلدية رام الله ومدينة رام الله للانتماء والمواطنة، واللي بنعبر عنها من خلال شعارنا الراسخ وي رام الله. شكرا. Merci beaucoup. Alors on me presse un peu pour le temps, j'en suis vraiment désolée. Donc nous allons passer à la troisième intervention. Moi j'avais plein de questions à vous poser, donc mais je pense que c'est la salle qui va poser les questions. Donc troisième intervention sur Bethléem et Grenoble, donc un projet de coopération aussi qui a commencé il y a déjà plusieurs années. Je vais laisser intervenir donc Madame Carmen Gattaz et Monsieur Emmanuel Carros, qui est donc adjoint au maire à Grenoble, sur le projet, donc un projet qui est aussi un projet de connaissance. Alors je voulais souligner quand même que les deux projets précédents aussi se sont beaucoup appuyés sur la connaissance, parce que ça me semble être un axe quand même tout à fait fondamental. Il y a un préalable à toute action qui est la connaissance, et vous êtes sur 3 villes qui ont des documents de gestion des centres anciens, qui ont pu être élaborés parfois ensemble, ou qu'ils seront, et c'est un atout quand même majeur. Alors je vous laisse intervenir. Bien, merci, bonsoir à toutes et à tous, mes salutations en vos grades et qualités, excellence. La ville de Grenoble et la ville de Bethléem, c'est une longue histoire. Avec le district de Bethléem, l'histoire a commencé en 1997, puis après, plus précisément avec la ville de Bethléem, il y a 15 ans. Nous avons formalisé ensuite ces relations de coopération par une signature en 2020. Et de nombreux projets ont été menés dans ce cadre, notamment dans les champs culturels, touristiques, économiques, avec l'artisanat local, universitaires, et notamment grâce à des échanges entre 2 écoles en soins infirmiers de nos deux collectivités. Et donc cette coopération, elle se fait bien sûr à un niveau politique, mais également à un deuxième niveau, à un niveau technique, puisque les services des 2 municipalités sont fortement engagés et ont de nombreuses interactions entre elles sur ces projets. On a un axe qu'on souhaiterait encore renforcer avec d'autres acteurs du territoire, les établissements scolaires, les écoles, les associations, les acteurs socioculturels. 2 exemples, notamment avant de parler plus précisément de patrimoine. La direction des sports de la ville de Grenoble se mobilise aujourd'hui pour accompagner un centre de jeunes du camp d'Aïda pour développer le football féminin. Et on espère bien que l'équipe de foot féminin sera présente à Grenoble l'année prochaine. France 2024, Paris 2024, terre olympique, et Grenoble est une terre olympique. Donc nous allons avoir également des animations sportives, des événements sportifs, et donc nous avons cette volonté.
Et puis également un partenariat associatif, notamment sur le développement de la pratique de la randonnée, de l'escalade, avec le PAMS notamment, pour donner comme objectif que les habitants et les habitantes de Bethléem s'approprient leur patrimoine naturel. Et donc on entre déjà là dans l'axe patrimonial. Et donc depuis 2020, un important programme autour du patrimoine au service de la cohésion sociale est soutenu par l'Agence française de développement. C'est un programme ambitieux de 500 000 €, avec 50% portés par des fonds AFD. Et puis la ville de Grenoble, 150 000 €, la ville de Bethléem, 50 000 €. D'autres personnes participent également. Et puis bien sûr le soutien du ministère des Affaires étrangères et européennes. Merci de ce soutien, Excellence, et puis merci également à Monsieur le Consul de France à Jérusalem. Et donc quel est l'objectif principal de ce projet? C'est renforcer les compétences de la ville de Bethléem dans les domaines de la préservation, de la promotion du patrimoine, et d'en faire un outil, un vecteur de cohésion sociale. Comment faire? 3 objectifs secondaires: l'amélioration de la connaissance du patrimoine palestinien, c'est aussi important, le renforcement de la gouvernance locale dans les domaines de la préservation et de la promotion du patrimoine, et la sensibilisation à la diversité culturelle palestinienne. Ça, c'est important sur le territoire palestinien. C'est aussi important, nous, sur notre territoire à Grenoble, de sensibiliser à la diversité de ce patrimoine culturel palestinien. Et pour les détails, de ce projet FICOL, je vais donner la parole à la ville de Bethléem et je ferai juste une petite conclusion. Merci Emmanuel et merci pour tous. مدينة بيت لحم هي مدينة ميلاد يسوع المسيح. هي مقصد سياحي للحجيج الديني، ولكن بيت لحم بالرغم من أهميتها الدينية الكبيرة إلا أنها كمان تتمتع بتراث ثقافي غني جدا جدا جدا، وهذا بيعكس أصالة المدينة وتراثها وثقافتها. لهيك كان اهتمام بلدية بيت لحم في التركيز على التراث من أجل تشجيع السياحة التراثية أيضاً، اللي ما نركز فقط على سياحة الحجيج وإنما أيضاً على السياحة التراثية. فمدينة بيت لحم بزورها سنوياً تقريباً 1.2 مليون سائح، وبيبيت فيها تقريباً 1.25 مليون سائح. بس إحنا كيف بدنا نوصل لعدد أكبر وتنوع في العرض السياحي بشكل أكبر؟ كمان بيت لحم في سنة 2020 كانت عاصمة الثقافة العربية، ولكن بسبب جائحة كورونا كانت الفعاليات محدودة فيها. فمثل هون بعرض لكم صور بسيطة على التراث الثقافي الملموس اللي بيت لحم تتميز فيه من ناحية حرف يدوية بخشب الزيتون، الصدف، التطريز، الزجاج، وأيضا كمان المطبخ الفلسطيني، التلحمي والرقص والموسيقى والفن. وعندنا كمان التراث الغير ملموس اللي له علاقة بالمجموعات الكشفية، الزجل، اللباس الفلسطيني، وأيضا عندنا التراث المادي اللي هو له علاقة بالمباني التراثية واللي بتشتهر فيها مدينة بيت لحم بقصور بيت لحم. لهيك بلدية بيت لحم اهتماما او يعني لانه عندنا عارفين باهميه التراث الثقافي وقديش هو مهم جدا في ظل التطور والتوسع العمراني. فلابقاء التراث المدن حيه وعايشه من خلال احياء الذاكره، فكان ضروري احياء الاماكن التاريخيه، وهذا من خلال اعتماد بلديه بيت لحم لسياسات واضحة في إدارة العمل البلدي. فمنها كان في عنا البثلهم Area Conservation and Management Plan في سنة 2007 ل 2009 اشتغلنا عليها. كمان تم إدراج كنيسة المهد ومسار الحجاج على لائحة التراث العالمي لليونسكو ب 2012. وعنا Heritage for Development Investing in People for Protection and Management of Historical Centers، مشروع اشتغلنا عليه ونتج عنه البايلوز اللي هي قانون لحماية المباني في البلدة القديمة. يعني أي حدا في ضمن حدود البلدة القديمة بده يبني
في بمشي على قانون اللي في بعض المباني ممنوع يصيبها بتاتا، في مباني بيقدر يبني عليها طابق أو يعمل فيها تغييرات بسيطة، في مباني بيقدر مثلا فيش إلها قيمة كتير حسب التصنيف. وهذا شبيه للي حضرتك تفضلت فيه أستاذ صلاح، من جهود البلدية في الحفاظ على التراث والمباني التراثية تبعتها. كمان اشتغلنا بشكل كبير على ترميم شارع النجمة وتفرعاته اللي هو موقع تراث عالمي باليونسكو. واخيرا تتبنى البلديه القانون اللي اقرته دوله فلسطين من خلال جهود وزاره السياحه مشكوره، اللي هو قرار بقانون رقم 11 سنه 2018 بشان التراث الثقافي المادي. بلديه بيت لحم اشتغلت على كثير مشاريع لها علاقه بالتراث، ولكن احنا بنؤمن بدور المجتمع المحلي بالناس، المجتمع المحلي بشباب واطفال نساء بكل اطيافه. فحاولنا انه عندنا في بيت لحم في مشكله، وبتوقع في فلسطين برضه موجوده، اللي هي هيمنه القطاع الخاص على السياحه. فاحنا كيف بدنا ندخل الناس العاديين انهم يستفيدوا من العجله الاقتصاديه تبعت السياحه. فعملنا على مشروع لترميم جزء من منازل اللي هي غرف في بيوت ناس في البلدة القديمة، يعني بيكون بيت عندهم غرفة واحدة غير مستخدمة، بنرممها وبنعمل تدريب للناس على الهوسبيتاليتي ولا الاستضافة، عشان نشجع الناس انهم يدخلوا في قطاع السياحة. فهدول الناس عم بيستفيدوا هلا، بأجروا الغرفة هاي في بيتهم وبيستضيفوا فيها السياح. فصار هون في عندنا مشاركة أكثر للمجتمع المحلي في عجلة السياحة. كمان اشتغلنا على ترميم البيوت القديمة في البلدة القديمة لإعادة استخدامها كنزل سياحي، وكمان كمركز لدراسات المغتربين مثل دار الصباغ، مركز لدراسات وأبحاث المغتربين، وكمان غرف لتدريس البنات في مدرسة مار يوسف لمركز لتعليم الحرف اليدوية التقليدية، وكمان ترميم أدراج وترميم حوش أبو جرور لمدرسة تعليم رسم كتابة الأيقونات، ومركز استعلامات سياحي. كمان حاليا البلدية بتشتغل على مشروعين كتير كمان صار في مشروع اشتغلنا عليه في ترميم شارع النجمة كموقع تراث عالمي باليونسكو. حاليا البلدية شغالة على مشروعين كتير حيويات، واللي هو الأول من خلال بلدية برشلونة، بس الثاني من خلال بلدية غرنوبل. بس المهم بهدول المشاريع واللي بيميزهم هو الابروتش اللي فيه المشاركة المجتمعية الفاعلة. احنا إذا بدنا نضمن الحفاظ على تراثنا الثقافي ونضمن استمراريته واستدامته ونضمن كمان انتقاله من جيل لجيل، لازم نشرك المجتمع المحلي بطريقة فاعلة جدا. وهذا الحكي مش بس انه احنا نجيب الناس نجمعهم ونحكي معاهم، لا، هذا منا احنا نجيب الناس ونعطيهم القوة انهم يكونوا فاعلين في عملية التخطيط والإشراف واتخاذ القرار. فالمشروع الأول رح يكون عمل سوق في شارع النجمة لإحياء الموقع التراث العالمي باليونسكو وفتح المحلات اللي في شارع النجمة من خلال عمله كهب للثقافة والفنون والحرف التقليدية. أما مشروعنا مع بلدية غرنوبل اللي عنوانه غرنوبل وبيت لحم مدينتان تعيشان معا، التقاليد والتراث في خدمة الترابط الاجتماعي. الهدف الأول تبعه تعزيز المعرفة بالتراث الثقافي من خلال عمل Urban Route. هنا اشتغلنا من خلال في مشروع سابق كان مشروع تراثي هويتي استكملنا عليه، لأنه هدفنا مش إنه بس نبني مشاريع، لا، إحنا بدنا نكمل من مشروع لمشروع عشان يكون في تكامل في الجهود. بدنا نعمل مسار مشي مجتمع في فلسطين بيقدم أنشطة تساعد في تماسك الشعب الفلسطيني وتعزز اندماجه والثقة بهدف خلق شعور بالانتماء من أجل التأثير الإيجابي. كيف بده يصير هذا؟ عملنا على جمع قصص وشهادات من المجتمع المحلي، من رجال كبار بالعمر، ستات كبار بالعمر،
أعطونا قصص ترتبط بحارات بيت لحم السبع. فكل رح نجيب جهاز اسمه لوسونونت. هذا جهاز تميزت فيه مدينة غرونوبل انه اخذ براءة اختراع. هذا الجهاز مثل ما انتم شايفين بنحط كوعنا على الخشبة وبنتقل الصوت من الكوع للدان. فرح ينركب هذا الجهاز في 7 مواقع في مدينة بيت لحم، وكل جهاز رح يعطي قصة المنطقة اللي هو فيها للسواح وكمان للمجتمع المحلي. الشيء الثاني مثل ما كنت حكيت لكم قبل، احنا اشتغلنا على سياسات واشتغلنا على بايلوز او قانون لحماية التراث المادي، ولكن ماذا عن التراث الغير مادي؟ من خلال مشروعنا هذا رح نشتغل على دليل للحفاظ على التراث الغير مادي كأغاني، زجل، شعر، طرق طبخ. فرح نشتغل عليهم ونحفظهم في كتاب يكون مرجع لأي دراسات وأي أبحاث عن التراث الغير مادي في مدينة بيت لحم. المشروع الثالث هو اسمه ميزانية تشاركية، بهدف على تشكيل لجنة من المجتمع المحلي، لجنة بتكون ممثلة عن المجتمع، فيها نساء، شباب، ذوي احتياجات خاصة من المجتمع المحلي. هدول الناس رح يكونوا يشتغلوا إلى جنب البلدية. رح نشتغل مع بعض على اختيار عدد من المشاريع، 5 إلى 7 مشاريع. هاي المشاريع رح ناخذها من توصيات الخطة الاستراتيجية لبلدية بيت لحم، وكمان توصيات خطة تطوير وإدارة شارع النجم اللي هو موقع تراث العالم اللي هي توصيات من اليونسكو. وننشر هاي المشاريع للمجتمع المحلي سواء على وسائل التواصل الاجتماعي، كمان رح نلف فيها على المؤسسات وعلى المدارس والجامعات. بدنا نخلي الناس هم يصوتوا أنو مشروع بدهم، فحسب شو المشروع اللي رح يطلع المجلس البلدي رح يتبناه ورح ينفذه. في ميزانية مقدمة من بلدية بيت لحم وميزانية مقدمة من AFD اللي كمان بستغل الفرصة أقدم لهم كل الشكر والتقدير على إيمانهم ببلدية بيت لحم وبلدية غرونوبل لتنفيذ هذا المشروع. ومن هيك إحنا رح نقدر نلبي رغبة المجتمع المحلي بإيش مشروع هم حابين يتنفذ. البند الثالث اللي هو اشتغلنا مع الشباب والأطفال، فئة الشباب، في نشاطات مدرسية ورحلات مدرسية ليتعرفوا على التراث الثقافي في مدينة بيت لحم. ورح ينتج عنه خارطة في المواقع التراثية والتاريخية في مدينة بيت لحم، فيها رسومات وشرح عن المواقع. وبرجع لزميلي إيمانويل يكمل لكم على Merci beaucoup. Et pour conclure, moi j'aimerais appuyer sur cette idée de démocratie participative pour nos 2 municipalités. C'est vraiment un axe d'échange important et pour nous c'est moteur pour mobiliser les habitants. Grenoble en 2022 présidait l'Observatoire international de la démocratie participative. Et lors de la conférence finale, la ville de Bethléem est venue à Grenoble pour nous aider à formaliser toute cette année de travail et puis également pour qu'on ait des échanges sur la démocratie participative. C'était également le sens de mon déplacement en novembre dernier à Bethléem avec ma collègue adjointe à la jeunesse et la démocratie participative pour vraiment mettre en place cette démarche avec, voilà, puisque Bethléem a cette volonté qui nous inspire. Et puis ce qui nous inspire surtout, c'est que ce soit sur le patrimoine. Nous, à Grenoble, sur cette notion de patrimoine matériel, immatériel, on a encore assez peu avancé. On regarde avec un grand intérêt comment va se passer cette politique publique innovante à Bethléem. Pour s'en inspirer, on va vous piquer les choses, on va vous voler les idées, mais c'est normal, ça fait partie du partenariat, donc je rigole un petit peu bien sûr, mais c'est vrai que pour nous, de fait, vous êtes là-dessus, en avance sur ce que nous on fait sur notre territoire, et donc ce sera pour nous très intéressant. Et puis, pour également réfléchir à ce patrimoine immatériel, nous à Grenoble en juin, donc dans 3 semaines,
nous allons organiser le mois de la Palestine. Donc on a travaillé également conjointement avec les autorités de Bethléem pour une série d'événements, que ce soit des artistes, des jeunes qui vont venir de Bethléem, des acteurs de la société civile, des élus, bien sûr. Monsieur le maire sera présent avec sa délégation, pour qu'également on puisse, nous, à Grenoble, avec les Grenoblois et les Grenobloises, échanger sur le vécu à Bethléem, le vécu en Palestine, pour bien sûr parler des problématiques géopolitiques, mais également de ce qu'est vraiment l'identité palestinienne, pour nous permettre à nous aussi de s'approprier ce qu'est le patrimoine de notre ville jumelle. Donc nous avons beaucoup d'espoir là-dessus. Comme le disait Carmen, voilà, il y a énormément de richesses à valoriser à Bethléem en Palestine, et donc cela fait sens avec de ce que l'on porte, la coopération entre nos deux villes. Voilà, elle se base sur les transitions locales. C'est logique pour la capitale verte européenne de parler de transition locale. Droits humains, culture de paix, démocratie locale. Et c'est vraiment, je pense, l'ADN qui nous réunit. Merci à vous. Merci beaucoup. Je vais laisser Patrick. Je pense qu'il va y avoir des questions. Merci J'ai pour vu cette qu'il intervention. Il y avait une question concernant notre jumelage avec Bethléem, Chartres et Bethléem. Donc je vais bien sûr y répondre volontiers. Je vais en remonter en une phrase au Moyen-Âge, puisque dès le XIIe siècle, la deuxième croisade a été lancée à Chartres, puisque Chartres était un grand centre universitaire, et l'école de Chartres était créée bien avant la Sorbonne. Et donc des intellectuels chartrains ont suivi la croisade et sont venus à Bethléem. On a des témoignages de ce premier passage, ce premier échange entre Chartres et Bethléem au XIIe siècle. Mais pour revenir à 1994, dès qu'on a eu la possibilité d'améliorer, puisque ces échanges entre les basiliques de Chartres et de Bethléem remontent très loin, et se sont développés même au 19e et 20e siècle, c'est pas. Donc dès qu'on a eu la possibilité, la ville de Chartres, d'avoir un jumelage avec Bethléem, nous l'avons fait dès 1994, l'importance pour nous de cette ville emblématique. Et donc on a créé il y a eu différents projets, par exemple la création d'une aire de jeu pour les enfants. Bon, la deuxième intifada l'a détruite, c'est fâcheux. On a eu aussi la notion de piétonisation qui a été vue, et ils ont repris le même modèle dans la rue de l'Étoile, Bethléem. Donc c'est plutôt des échanges de savoir-faire qui ont été faits. Pour 2012, on a soutenu la candidature de Bethléem pour être au patrimoine mondial UNESCO. Et là, l'année dernière, nous avons fêté les 50 ans de la Convention pour l'inscription au patrimoine mondial à Chartres. Et nous avons pris nos villes jumelles, qui sont toutes au patrimoine mondial. Et il y avait des portiques, des photos de 4 mètres sur 3 sur le boulevard de la Culture. Et donc, un des portiques était pour Bethléem, avec 3 photos monumentales de 4 mètres sur 3 pour faire la promotion de Bethléem. Régulièrement, on a eu aussi, au marché de Noël, des objets artisanaux, des métiers de Bethléem, autour de l'olivier, de la tapisserie, de la broderie, de différents objets qui marchaient très bien. Donc c'est plutôt des petites actions, on n'est pas sur des grands projets avec l'AFD, je vous l'accorde, mais on est tout le temps en soutien et à faire attention, un soutien au peuple palestinien, en particulier à la ville de Bethléem. Et d'ailleurs, le maire de Chartres, Jean-Pierre Gorge, sera pour le 30e anniversaire à Bethléem l'année prochaine, et le maire de Bethléem viendra à Chartres en 2024. Donc c'est le soutien qu'on apporte au peuple palestinien à travers notre soutien à Bethléem, qui me paraît, pour une petite ville comme Chartres, on a une renommée internationale comme Bethléem, mais on est moins de 40 000 habitants, on n'est pas une grande communauté. Et je crois que c'est dans ce sens-là qu'il faut voir aussi un élément clé. Je pousse les petites communes ou les communes moyennes comme la ville de Chartres à soutenir le peuple palestinien. On a vu une association, quelqu'un m'a interpellé sur ce point, quelqu'un de l'Aveyron, sur le point qu'on avait aussi une forte association, qui est maintenant un peu tombée, mais pour soutenir le camp palestinien de réfugiés de Bethléem. On a quand même tout ce réseau qui fait qu'il y a une vraie sensibilité aux problèmes du monde palestinien à Chartres. Et ça, je crois que c'est le plus important, de mobiliser des forces, la mentalité, pour montrer que ce peuple palestinien existe. Merci Patrick pour cette réponse. Moi j'avais quand même, pour compléter cette question, je me disais, sur certaines communes, il y a quand même plusieurs coopérations, il y a plusieurs villes qui coopèrent. Comment est-ce que vous arrivez à travailler ensemble? Parce que nous avons vu Grenoble et Chartres sur Bethléem, et je pense qu'il y en a bien d'autres aussi, parce que je crois que Bethléem a beaucoup de coopérations. Épinay-sur-Seine et Bordeaux et Toulouse,
vous l'avez dit monsieur, à Ramallah. Alors pour Naplouse, peut-être aussi. Voilà, peut-être une réponse et puis je vous en profiterai pour répondre à la question comment la ville de Naplouse associe ses citoyens et les jeunes particulièrement dans ce projet de développement. Je crois que vous avez évoqué aussi déjà des éléments sur ce sujet-là, dont un projet avec un camion qui m'a bien intéressé, un camion qui va donc circuler dans la ville. Peut-être répondre aussi à la question sur le regroupement de ces coopérations, peut-être monsieur Agronov, lorsque vous intervenez sur la coopération, vous parlez et Guinée et On va laisser Lille peut-être. Oui, alors, je peux. Sur la coopération, alors rapidement sur la coopération, évidemment il y a plusieurs villes qui interviennent dans la coopération avec Naplouse. Je pense notamment à la ville de Stavanger en Norvège, celle de Naples en Italie, celle de Dundee en Écosse. Et il se trouve qu'on s'est à plusieurs reprises retrouvés à Naplouse et donc on avait décidé de créer un réseau, qu'on a bâti, un réseau informel qui s'appelle Euro Naplouse. Et on a travaillé ensemble sur les questions patrimoniales et sur des échanges de jeunes notamment. Donc c'était très important pour deux raisons. D'abord parce que quand des Européens sont ensemble en Palestine, il faut valoir aussi une forme de diplomatie européenne sur la question de la Palestine. On a appartenu à une association qui s'appelle le CUEPO, les collectivités européennes pour la paix au Proche-Orient. Et donc ça c'est aussi un autre élément. Et puis bien sûr, il y a le fait de ne pas faire 2 fois la même chose ou 3 fois la même chose. Donc voilà, on essaye. En tout cas, on se tient des informations, on travaille ensemble. Nous nous sommes invités mutuellement pour les anniversaires respectifs de nos partenariats, donc ça fait partie des choses importantes. Pour l'implication des jeunes, je vais vous dire une chose. D'abord, la première chose, c'est que ces projets, ils sont menés par des jeunes. Les étudiants qui travaillent sur le projet sont des jeunes. Les étudiants qui travaillent au centre d'interprétation du patrimoine à Naplouse, ce sont des jeunes. Si on tient compte du fait que 75% de la population palestinienne a moins de 30 ans, eh bien, ce sont des jeunes qui travaillent sur ces projets. Ça, c'est la première chose. Le deuxième élément, c'est que nous avons dans les politiques éducatives de la ville de Lille un programme qui s'appelle 100% éducation artistique et culturelle et les classes patrimoine. La direction du patrimoine de la ville a travaillé sur des outils de médiation, de compréhension, d'interprétation du patrimoine. Et les enfants de la ville de Naplouse ont été invités, avec les services de la ville, à travailler sur les mêmes outils d'appropriation du patrimoine, et donc pour travailler en commun. Donc voilà une manière d'associer évidemment les enfants et les jeunes, et puis et un autre élément aussi, c'est que pour comprendre, en fait le patrimoine il faut d'abord le voir. Et donc il y a 3 ans maintenant, pardon c'était avant le Covid, donc un peu avant, avec l'Institut français, on avait fait, il y avait une très belle déambulation dans la ville de Naplouse, accompagnée par la compagnie XY, qui sont des artistes, danseurs, acrobates, etc. Et en fait, qui permettaient aux gens, parce qu'ils cheminaient dans le patrimoine abouzi, en fait, ils permettaient simplement aux gens de lever les yeux et de se dire, mais en fait, ce truc, on ne l'avait pas vu. Et donc, simplement de le repérer, parce qu'évidemment, la médiation par la culture, c'est aussi un élément important. Voilà comment les jeunes sont associés à cette compréhension. Et puis enfin, il y a la maison du projet. À Lille, elle est fixe. À Naplouse, elle sera mobile. Et c'est donc un camion. وهي المراكز الثقافية تشمل الشباب من الأطفال للشباب وهم بيشاركوا بالخطة الاستراتيجية لبلدية نابلس. أنا فهمت السؤال إنه كيف بلدية نابلس تشرك الشباب في أعمال التنمية، فهم بيشاركوا في التخطيط وبيشاركوا في ندوات، بيشاركوا في محاضرات، أيضا من خلال في البروجكت هذا بشكل أساسي. طبعا إحنا أول شيء الطاقم اللي بيشتغل على المشروع هذا في بلدية نابلس هم شباب، يعني مهندسات ومهندسين شباب، يعني كلهم. وعندنا مركز تنمية موارد المجتمع اللي فيه أيمن الشكعة، يعني أيضا بيلعب دور كبير، وهم عنده مجموعة من الشباب والشابات اللي لهم دور كبير في هذا المشروع. بشكل عام الشباب عندنا هم الطاقة الكبيرة اللي بتساعد البلدية بكل نشاطات البلدية، وإحنا دائما نحاول نستغل علاقات التوأمة
مع مدن أوروبية وغير أوروبية موجودة لبلدية نابلس لإشراكهم. أما في هذا المشروع بالتحديد زي ما حكيت شبابنا ومهندسينا هم اللي بيشاركوا. أوكي. Merci. On va poser les trois questions, et ce qui vous permettra peut-être de répondre aussi en même temps aux questions. Donc, une question, et puis vous nous direz les autres questions. Une question sur la question des réalisations dans les villages. Effectivement, ça c'est une très très bonne question. C'est comment est-ce que l'on peut intervenir dans les villages avec des financements moindres et qui peuvent bien sûr porter un espoir dans ces zones isolées. On peut peut-être passer les deux autres questions, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut passer les deux autres questions? Est-ce qu'il est possible de passer les deux autres questions? Je vais répondre. Ah, et voilà, donc peut-être que vous pouvez les السؤال الرابع بالعربي: هل يمكن عمل ضغط على الاحتلال لمنعه من تجاوز القانون الدولي لتدخله بالآثار كما قررت الحكومة الإسرائيلية أخيرا برصد مبلغ للتدخل في الآثار ببلدة سباسطيا؟ والسؤال الخامس: مؤسسة التراث الفرنسي هل لها مشاريع مشتركة مع بلديات فلسطينية؟ وما هي طبيعة هذه المشاريع؟ السؤال الأخير: كيف للهيئات المحلية عمل توأمة مع البلديات الفرنسية؟ كيف تستطيع؟ Bien, je vous laisse peut-être. Ok. Alors, du coup, j'ai le micro, j'y vais. Je vais essayer de faire une synthèse des trois. Sur les villages, comment on peut financer? Peut-être notamment par des financements qui concernent des territoires plus larges. Sur la grande traversée de la Palestine notamment, vous avez l'exposition à l'entrée de l'hôtel de ville. Ça permet aussi de dynamiser l'économie locale, de faire connaître le patrimoine des petites collectivités qui n'ont pas sans doute ces facilités de faire des ponts. Donc il y a aussi à s'inclure là-dedans. Et puis sur comment faire pression pour empêcher que la situation se dégrade encore plus. Alors nous, toujours dans le cadre des engagements internationaux de la France, on peut se dire que peut-être faire des circuits touristiques qui relient un territoire qui est de plus en plus morcelé, ça peut peut-être aussi aider à maintenir des liens entre ces zones de territoire. C'est très petit, on n'est que des villes, mais quand on fait des parcours touristiques, on a aussi cette idée de relier les choses et peut-être de faire prendre conscience qu'il faut arrêter ce morcellement du territoire. Voilà, ce serait ma petite réponse à ces très grandes questions. Et puis comment faire pour travailler ensemble sur plusieurs villes sur un même territoire? Pour moi, la base, c'est déjà demander au territoire, donc à Bethléem, ce qu'ils souhaitent. Et puis après, effectivement, en lien avec la municipalité de Bethléem, en ce qui nous concerne nous, je vois également notre collègue de l'agglomération de Montpellier et puis de la métropole de Grenoble qui va visiter Bethléem demain, je crois. Voilà, savoir ce dont a besoin aussi la ville et puis comment travailler ensemble pour la ville et puis pour nos villes aussi. On a toujours de toute façon, c'est toujours valorisant de travailler avec une ville aussi connue que Bethléem. C'est quand même nous, on a la cerise sur le gâteau. Est-ce que je peux ajouter un peu بخصوص سؤال الضغط على الاحتلال؟ احنا كنا بنعرف التحديات اللي بنواجهها كشعب فلسطيني في تثبيت تراثنا الثقافي. واحدة من الشغلات الحمص والفلافل. قديش احنا الجانب الاسرائيلي بيدعي انه هذه الاكله لإله واحنا بنقول لا هي إلنا. فاحنا لما بنشتغل على تثبيت والحفاظ على تراثنا الثقافي سواء في الكتب ولا في المراجع او في الحفاظ على المبنى نفسه وتعزيزه وتعزيز السكن فياته واعاده استخدامه، احنا هيك بنثبت تراثنا الثقافي بشكل اقوى واكبر. فهذا السؤال كثير مهم
وكتير مهم إنه إحنا كلياتنا كبلديات سواء بلديات كبيرة أو قرى إن نكون واعيين على حجم التحدي الكبير اللي بيواجهنا كشعب فلسطيني في تثبيت هويتنا وتراثنا الثقافي اللي هو بيعكس أصالة وحق شعبنا في هاي الأرض. فممكن إحنا كبلديات كمان كبيرة وصغيرة وقرى وبلديات نشتغل مع بعض على حشد تمويل مشترك كبير للحفاظ على هاي المباني أو هذا التراث في كل المواقع. شكرا. Merci infiniment. Je crois qu'on va arrêter ici. Je crois qu'on a donné beaucoup d'éléments à notre rapporteur qui vient d'Hébron et qui pourra peut-être avoir l'occasion demain, au moment de rapporter tous les éléments qui ont été indiqués aujourd'hui, dont les ingrédients aussi pour travailler dans ces coopérations, la construction du projet, la durabilité aussi, la durée, s'inscrire dans le temps pour le projet, travailler sur la connaissance, embarquer aussi différents partenaires, sensibiliser les habitants, partir aussi vers les jeunes. Je pense que vous avez donné énormément d'ingrédients pour réfléchir à un projet, à des projets qui peuvent être de tailles différentes. Et j'espère qu'on aura aussi prochainement l'occasion de réévoquer l'intervention dans des petites villes, dans des villages, si on mène à bien ce projet donc avec l'APLA et on se regardait en souriant avec le président, parce qu'effectivement, ça peut être une réponse à des questions avec un travail concerté entre Cité-Cité, puisque vous avez posé des questions sur Cité-Cité, et l'association donc des gouvernements locaux, donc avec qui on aura, j'espère, bientôt le plaisir de travailler sur un projet qui pourra intéresser des communes plus petites, mais qui pourront s'appuyer aussi sur l'expérience et l'expertise de communes plus grandes, de façon à travailler véritablement tous ensemble. En tout cas, merci beaucoup et désolé d'avoir pris du retard. C'était fort intéressant. En conclusion, je voudrais dire que l'intérêt des assises qu'on organise aujourd'hui à Ramallah, c'est aussi de permettre à toutes les collectivités françaises comme palestiniennes, mais entre les Français, de se rencontrer. Et la création du groupe pays Palestine à Cités Unies France sera aussi l'occasion pour, par exemple, de voir régulièrement Grenoble ou Montpellier Métropole et d'avoir des projets communs pour Bethléem, par exemple. Je pense à ce cas précis, comme on a pu avoir déjà dans le passé autour de la santé. Chartres est intervenu dans 2 hôpitaux de Bethléem avec d'autres collectivités françaises. Donc il y a des projets qui se font à plusieurs et je pense que c'est aussi ça l'intérêt d'un groupe pays comme Palestine à Cités Unies France, de permettre de travailler ensemble sur des projets. Merci. Et je voudrais juste, si vous le permettez, juste un tout petit mot, puisque effectivement la sensibilisation et la communication aujourd'hui passent beaucoup par les réseaux sociaux. Une petite suggestion, puisque juste derrière l'hôtel de ville, nous avons le We Are Ramallah. Donc peut-être, voilà, j'invite les élus locaux français, peut-être aussi à diffuser des petits selfies sur Twitter, sur Facebook, pour dire que nous sommes présents en nombre aujourd'hui à Ramallah pour cette coopération franco-palestinienne.